Cette émission a été réalisée par la télévision communautaire des Basques et du Haut-Pays. Bonjour, je suis toujours heureux d'être en votre compagnie. C'est un cadeau de la vie, un cadeau de Ghislain Marc-André du CA de la télévision communautaire des Basques et du Haut-Pays. Je m'informais à savoir combien de municipalités que la télévision couvrait, c'est 21. Géographiquement, est, sud, ouest nécessairement. À l'est, il y a la municipalité d'Esprit-Saint. Si je faisais de la religion ou de la religiosité, bien, je pourrais demander à l'Esprit-Saint, selon ce qui est dit, de me faire, pas de suggérer, mais de m'inspirer, pardon, sur ce que je vais vous dire. Donc, je salue les gens d'Esprit-Saint pour le nom de votre municipalité. Au sud, bien, c'est bien court. Bien court. Bien court. Est-ce que je cours bien? Est-ce que... En tout cas, le mot « bien » est là-dedans, puis ça me va bien. Ça me va vraiment bien. Puis à l'ouest, on me dit que c'est Saint-Modeste. Alors là, par exemple, je vais dire aux gens de Saint-Modeste qui peuvent m'écouter, il m'arrive de manquer de modestie. Lorsque ça arrivera, bien, j'aurai une pensée pour vous demander à votre patron de Saint-Modeste de m'aider à le devenir. Oui, je suis heureux, vraiment heureux d'être ici. Malgré le sujet, avec et malgré le sujet que je développe depuis septembre, là, qui est celle à partir d'un drame, dont j'ai été l'auteur en 1989, plus précisément le 18 février. Donc, au moment où on enregistre, là, je suis à la veille. Lorsque vous verrez l'émission, ben, ça va faire un mois et quelques semaines que c'est passé, mais à tout événement, ce matin, je suis à la veille de l'anniversaire du drame de 1989. Je fais des salutations. Je profite pour donner quelques prénoms de gens qui, au cours de la dernière semaine, m'ont fait part, qui regardaient l'émission, juste des prénoms. Parmi les femmes, il y a une dame qui se prénomme Yolande, une autre qui s'appelle Thérèse, une dame que j'ai rencontrée dans un salon funéraire ici à Trois-Pistoles dimanche dernier lors d'une funéraille. Je pense que c'est une femme de Saint-Simon. Elle disait qu'elle aimait l'émission, ça me plaît, merci. Il y a un nommé Francis. Et il y a un autre bonhomme que j'ai rencontré à l'église de Trois-Pistoles dimanche. Il est venu me voir. Nommé Fernand. Tout ce monde-là, je salue. Et les autres, pour qui je n'ai pas les prénoms, je suis désolé, mais en tout cas, je vous appelle toutes et tous par votre prénom, puis je vous salue, puis je vous remercie d'être présents. Maintenant qu'on est au canal 705, j'ai eu aussi des échos là-dessus. Et moi, quand je regarde avec mon épouse l'émission, je vous avoue que je suis fier, d'une part. Je suis flatté aussi, flatté. Je trouve que l'émission, l'environnement, le décor qui a été préparé par Ghislain Marc-André, c'est super beau. Puis ça fait quelque part ça fait quelque chose, je dirais, comme plus professionnel. Je vais reprendre, pour ceux qui suivent depuis le début, à chaque émission, on fait un léger retour sur l'émission antérieure pour essayer de se remettre dans le contexte. Pour ceux qui regardent pour la première fois et qui aimeraient à un moment donné tout voir, nous allons préparer dans les semaines à venir, je vais utiliser une expression anglaise, un wrap-up, un genre de condensé, pas un condensé, mais une reprise de la première émission, mais on va faire ça à l'intérieur d'une trentaine de minutes. Ça vous permettra de regarder, en fait, tout ce qu'on a pu regarder au cours de la série. Nous sommes rendus à j'ai oublié le chiffre, la 11e émission sur ce sujet-là. Donc, drame 1989 et tout ce qui en est suivi. Pour vous dire en même temps que j'ai été contacté cette semaine par des gens de TVA, deux personnes différentes, une femme et un monsieur, qui est dans le cadre d'un drame qui est survenu à Québec il y a une dizaine de jours, ou peut-être 2 semaines, là. Une dame qui a été assassinée par un monsieur qui était déjà l'auteur d'un meurtre en 2004. Il a récidivé. Et à partir de mes expériences personnelles, ma vie personnelle, mes expériences, plus les cours que j'ai pu prendre à l'UQAR en psychosociologie, je me suis permis d'émettre une opinion. Je
peux vous dire quelque chose. Quelqu'un qui se ramasse avec un délit, que ce soit n'importe quel délit, un vol, une fraude, un viol, de l'inceste, un meurtre, c'est un être humain, femme ou homme, parce que j'ai déjà côtoyé des femmes qui sortaient du pénitencier de Kingston, pas des, mais une femme. Donc, le délit est possible à tout être humain. C'est une personne qui souffre d'un déséquilibre, je ne parle pas nécessairement mental, mais un déséquilibre au niveau des valeurs. Puis il y en a de toutes sortes, là. Et je pense que le monsieur qui a assassiné la jeune masseuse, Mme Lévesque, est un monsieur qui n'avait pas réglé ses bébites du premier drame, d'où sa récidive. Ceci étant dit, je m'arrête là. Ce qui est important, je pense, c'est d'envisager que la réhabilitation de tout être humain, elle est possible. Si je suis devant vous aujourd'hui, je me considère réhabilité. Je vais me répéter. Dans cette réhabilitation-là, il y a énormément de monde. Peut-être que je vais encore me répéter pour d'autres choses que j'ai déjà dites, peut-être une phrase. L'homme, H majuscule, ne se construit pas seul. Donc, je ne me fais pas toute seule. Je ne me déconstruis pas seul. Et l'homme ne se reconstruit pas seul. Je suis enfant, je grandis, j'ai autour de moi des gens qui m'aident à grandir. Donc, je ne suis pas le seul responsable de ma construction. Je la dois à du monde. Quand on se déconstruit, c'est parce qu'on fait partie d'un groupe aussi de personnes qui collaborent à notre déconstruction. Encore là, je suis libre de participer à ma déconstruction, chose que j'ai faite. Donc, j'ai ma part de responsabilité dans ma déconstruction. Je ne peux pas la quantifier ni la qualifier, mais j'ai ma part de responsabilité. Puis dans ma reconstruction, j'ai ma part de responsabilité à aider d'un paquet de monde. Et la prison, le pénitencier, c'est des endroits, pour qui le veut, qui collaborent, qui participent à la réhabilitation d'un être humain. Je me répète, encore faut-il que cette personne-là veuille se réhabiliter. Pendant que j'étais à Lorsainville, en 1989, il y a eu 15 jours de temps où j'avais fait le choix de me diriger vers le crime, directement. Le milieu favorisait des rencontres qui me permettaient d'envisager une carrière criminelle. Ça a duré 15 jours. Pour moi, c'était très clair. En sortant de prison, Mercedes 530 SEL, je pense, si ma mémoire est fidèle, c'est quand même plus de 30 ans. 4 portes, vitre noire, puis j'avais autour de moi des bonhommes qui auraient contribué à ce que je puisse un jour me promener avec cette Mercedes-là. Des gens de mon entourage, quand ils m'ont vu aller, là, ils ont mis un coup de poing sur la table, au lieu de m'en mettre un peut-être d'en face. Là. Puis ils m'ont dit « Wow! » Et je suis ici aujourd'hui et je vous en parle. Je suis pas mal plus heureux aussi, le fait de pouvoir m'adresser à vous autres encore aujourd'hui. On va retourner dans le texte, celui de la dernière émission, qui a fait partie de la dernière émission. Puis j'ai écrit ici, là, un professeur me parle de justice réparatrice. Mon oreille n'est pas sourde à mon besoin de poursuivre ma réconciliation. Le mot réconciliation ici, là, il inclut le mot réparation, puis on retourne à la prière que j'avais formulée à Lorsainville, aide-moi à réparer ce qui traîne dans ma vie. Novembre 2005 arrive, une semaine complète à m'appliquer dans la Semaine nationale de la justice réparatrice. Encore là, beaucoup d'aide. Quelque chose en dedans de moi là, qui avait besoin de faire face à la musique. Quelque chose de nouveau là, qui était
directement rattaché au drame dont j'ai été l'auteur. Et dans ce contexte de semaine de justice réparatrice-là, on m'avait averti que j'aurais à rencontrer des personnes, des femmes ou des hommes, ou des hommes ou des femmes, qui ont subi la perte d'un être cher lors d'un meurtre. C'est ce qui est arrivé. Je me souviens, le dimanche, la première journée, première soirée de la justice réparatrice, lors du lancement, ça se passait dans une église dans Laval, Vimy peut-être, je peux me tromper là, géographiquement, mais dans une église. Je suis assis, moi, dans ce qu'on appelle la nef, où il y a les bancs d'église, ça s'appelle la nef. Puis dans le chœur, là où ils célèbrent normalement la messe, tout ça, là, il y avait 2 micros. Il y avait un monsieur à un micro, puis une dame à l'autre micro. Puis il y a eu un animateur qui a lancé la Semaine nationale de justice réparatrice. Et il nous a présenté les 2 personnes, la madame et le monsieur. La madame, ben, c'était la mère d'un garçon qui avait été assassiné. Et à l'autre micro, c'était un gars qui avait tué. Je suis un gars qui a enlevé la vie, moi. Je suis assis, là. J'ai devant moi les résultats. Un personnage qui incarne le résultat de ce que j'ai fait. Puis l'autre personnage, c'est un bonhomme qui a fait comme moi. Et là, je suis dans la salle et j'écoute ça. Je suis gros de même. Puis là, je prends conscience. Quand la maman parle là, de sa souffrance de mère d'un enfant assassiné, les membres de la famille de ma victime, hein, je fais la relation tout de suite. Puis quand l'auteur il raconte la cochonnerie qu'il a faite pour passer à l'acte, enlever la vie, là, ce monsieur-là, il me parle. Lui, il me parle de ce que moi j'ai fait, donc je me reconnais dans lui. Puis la madame, elle, je me reconnais dans les conséquences de ce que lui raconte. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'était le respect que la dame témoignait au monsieur en question. Elle aurait pu l'envoyer promener. Hein. Il y a des gens qui nous écoutent et diraient elle est peut-être folle, elle était folle, la madame, moi j'aurais tombé dans la face. Mais non. La madame, elle avait fait une démarche que je qualifie profonde, à caractère très spirituel. Là, je ne parle pas de religieux, là. Spirituel. Puis, le monsieur était capable de lui parler, là, sans lui tirer de roche. Il disait qu'elle avait fait tout un cheminement. Ça, c'est le premier soir, c'était le lancement, fait que j'ai été ébranlé. Et ça a été le même toute la semaine. Sauf on a eu, non, excusez, il y a eu deux journées où on a eu des pauses, puis j'en avais besoin. Mais le soir arrivait, j'étais à Montréal à l'époque, mon épouse était à Rimouski, j'appelais Denise à la maison, puis je disais, chérie, je suis plus capable. C'est beaucoup trop dur. J'ai atteint ma limite ici, là, dans le caboche, là, ça passe plus, puis au niveau des émotions, des sentiments, là, c'est pareil, je suis top notch, je suis pas capable. Denise me répondait, ben regarde, prends le bus, on n'avait pas de voiture à l'époque, prends le bus, reviens à Rimouski. Mais elle disait, mon petit doigt me dit que tu es à la bonne place. Elle m'a dit ça, je pense, 3 fois. Je fermais la ligne, puis je me rappelais ce qu'elle m'avait dit. Je me couchais, puis le lendemain matin, je disais, yeah, je continue. Puis je l'ai appelé tous les soirs, puis les soirs en particulier, je lui répétais, je n'étais plus capable, puis elle me répétait toujours, Gaston, mon petit doigt me dit que tu es à la bonne place. Elle avait raison. Au fil du temps, ben, j'ai rencontré la maman qui avait lancé la semaine, la mère de l'enfant assassiné, Nicole, je pense son prénom. Nous avons échangé ensemble. Je l'ai beaucoup écouté. Un des objectifs de la justice réparatrice, c'est une démarche de conscientisation. J'ai touché aux souffrances de cette mère-là. Pas grand-chose à dire, hein? Écoute, enregistre, conscientise combien ton geste a fait souffrir. Cette maman-là, lors de nos échanges, m'a aussi raconté qu'elle était allée s'asseoir sur le banc même dans le bar où son fils avait été assassiné. J'ai demandé
Comment vous avez fait? Je ne sais pas. J'en avais besoin. Puis ça m'a permis d'aller régulariser un paquet de choses avec mon fils, puis avec certaines de mes responsabilités comme mère. Elle reconnaissait que dans sa relation avec son fils, là, il y avait eu des manquements. Puis aller s'asseoir sur le banc où le fiston avait été assassiné, probablement dans une affaire de motard, là. Ça lui avait permis de régler des choses, elle avec elle, puis de façon posthume, là, avec son fils. C'est beaucoup ça aussi, la justice réparatrice, c'est tenter de réparer ce qui existe, le présent, puis s'il y a du posthume là-dedans, il y a de l'après-vie, ou lors du décès, là, de la mort, l'histoire après, c'est possible de régler ça. Toute la semaine là-dedans à Montréal, le samedi, il y a un banquet de clôture au Parlement d'Ottawa. Nécessairement, j'y monte, j'ai pas d'argent. Le frère dont je vous ai parlé la semaine dernière qui m'avait invité à m'impliquer dans le processus de justice réparatrice, il a tout payé. Je suis assis à une table à un moment donné lors du banquet, puis ça donne qu'il y avait des officiers du Service correctionnel du Canada, des assez hauts gradés dans l'organigramme qui étaient présents à la table. J'ai échangé, je me suis présenté comme un auteur d'homicide involontaire et que j'étais dans le processus de justice réparatrice. Nul doute que ces gens-là, ça leur a fait plaisir de voir qu'un ancien client ou bénéficiaire du pénitencier s'est impliqué au niveau de la justice réparatrice et le faire aussi ouvertement que je l'ai fait à l'époque. On a vu des ateliers en avant-midi et lors de la tenue de ces ateliers-là, je m'étais levé, j'étais allé au micro, je m'étais présenté aussi comme un gars qui avait enlevé la vie à quelqu'un et qui était dans le processus de justice réparatrice. Et je suis allé au micro pour remercier toutes les personnes qui avaient participé à la tenue de cet atelier-là et les remercier en disant combien ça m'avait fait du bien ce que j'avais entendu pour pouvoir, moi, mener à terme ma démarche de justice réparatrice. Ces gens-là avaient vraiment contribué à ça. Et je me devais, j'étais libre de le faire, là, mais pour moi, être en paix avec moi, de me lever, aller au micro et dire, bien, j'ai tué, ce que vous dites, ce que vous partagez à vous autres, vous m'aidez, et ça me donne l'élan pour finaliser ça. Dans un atelier en particulier, on était assis au Parlement avec des beaux gros fauteuils en cuir, là. Il y avait le genre de point central, là, où les gens se parlaient, là. Moi, j'étais assis, il y avait des bancs, des fauteuils de libre à ma gauche, à ma droite. Puis à un moment donné, je vois une ombre qui arrive. Puis la madame, quand elle lève le moteur, je la regarde. Puis c'était une autre maman dont un enfant avait été assassiné. Elle est venue s'asseoir à côté de moi. Alors qu'il y avait de la place partout. Partout. C'était vide. Puis je lui ai demandé, « Pourquoi, madame? » Ben, ça me fait du bien. C'est après ça que, oui, je me rappelle, je me suis levé après ça, puis je suis allé au micro, puis j'ai dit, je vais vous dire, partager quelque chose. La dame qui s'est assise à côté de moi, un de ses garçons est assassiné suite à une fête d'étudiants. Il y avait eu un party, une gang de jeunes, puis je pense qu'il était 3, il l'avait poignardé, puis son garçon était décédé. Puis elle était aussi là, à s'impliquer dans la justice réparatrice, mais comme victime indirecte, mais très, très collée, là. La victime directe, c'était son fils qui est décédé, mais elle, comme victime indirecte, là, elle s'est impliquée là-dedans. Et je peux vous dire que les bienfaits que ça m'a donné de rencontrer des gens qui personnifiaient, là, dans leur cœur, dans leur tête, dans leur âme et dans leur corps, les conséquences. Ces gens-là personnifiaient les conséquences de ce que j'avais fait. La conscientisation sur la gravité de toutes mes irresponsabilités. Je les ai vécues. Et j'avais à les vivre. Je ne me rappelle pas si je vous en ai parlé, mais le dimanche, il y avait une messe de clôture à Montréal, au coin d'Ontario, je pense, et Pi 12, Pi 9. Tu sais, à Montréal, les noms de rue, je suis capable de me promener, mais les noms de rue, j'ai de la misère. Tout événement. Il y avait une église là, il y avait une messe, puis c'était célébré par j'allais dire une tribu, mais non, un groupe d'Africains. Les madames étaient toutes habillées avec des couleurs là, fantastiques.
Puis c'est des gens qui, lors d'une célébration religieuse chrétienne catholique, je présume, ils faisaient des wow, une messe qui a duré 1h30, 1h15. Le prêtre, c'était un Africain, un grand bonhomme, 6 pieds quelques. Donc c'était vraiment une messe là, extrêmement vivante. Et lorsqu'il est venu le temps de faire l'homélie, ce qu'on appelle nous autres le sermon, là, le curé a dit « J'invite Madame une telle, puis Monsieur un tel ». Ça s'est donné que la Madame une telle qui faisait l'homélie, c'était la mère qui avait ouvert la semaine de la justice séparatiste avec laquelle j'avais échangé, celle dont le fils unique avait été assassiné. C'est elle qui faisait une partie du sermon. Puis elle a été suivie d'un autre meurtrier, qui lui est encore au pénitencier. Puis il a eu la permission cette journée-là d'aller témoigner. La semaine nationale de justice séparatiste, pour moi, c'est la clôture, c'est une messe encore, comme le début, témoignage d'une personne victime et d'un auteur. Dans un cadre religieux, donc on parle de réconciliation, de réparation, il y a tout un contexte, là. C'est-à-dire, la religion catholique, pour moi, est aussi un véhicule qui favorise la demande de pardon. Ça fait partie de la culture, ça fait partie du message du Christ, si on en parlait, j'en parle. Ça en fait partie, donc on est dans un lieu qui favorise la réconciliation dans les messages. La messe se termine, je viens pour sortir je sors de l'église, sur le trottoir, il y a une femme qui est là, imaginez-vous que c'est la même maman du fils assassiné, fils unique. Je m'approche d'elle, puis je lui demande, accepteriez-vous ma demande de pardon? Elle me regarde, comme on dit, straight dans les yeux. Elle fait ça de même. Elle ouvre les bras. Elle me prend et elle me colle. Elle dit, je te pardonne. Cette femme-là, elle représentait les membres de la famille de ma victime à qui j'aurais voulu demander pardon. Ça a été impossible. J'ai fait une démarche par le biais d'un service de justice séparatrice à Montréal. Ils sont allés rencontrer la fille unique de ma victime pour lui demander si elle voulait une démarche de justice séparatrice, puis elle a refusé. Et grâce à ce moment-là, ce que je lui ai demandé à elle, dans le fond, c'est pas à elle que je demandais ça, c'était aux membres de la famille de ma victime. J'ai été chanceux. J'ai eu un pardon, je dirais, par procuration, qui pour moi a la même valeur. Je ne pouvais pas faire plus au niveau de la famille, ils ont refusé. Du moins, le contact que j'avais a refusé. À ce niveau-là, ben, je suis en paix avec moi dans cette démarche de justice séparatiste-là, réalisée là, en novembre 2005. Je continue la lecture. Pour sûr qu'après 2005, on est en 2020, les 15 ans qui s'est passé après ça, là, il s'est passé un paquet de choses. Je ne les ai pas notés ici parce que j'ai eu à faire énormément de concision dans mon texte. Je dis ici, là, j'approche du but. Février 2012, le 22, à ma demande, je comparais et témoigne devant les membres du comité d'experts mis sur pied par le ministre concerné de l'époque. C'est un comité d'experts que le ministre, feu politiquement parlant, le ministre Yves Bolduc avait mis sur pied suite au drame de Guy Turcotte, Isabelle Gaston et surtout leurs enfants. Et le drame d'une maman de Drummondville qui a noyé ses 3 enfants dans la baignoire de l'appartement. 2 types de meurtres qui, à l'époque, faisaient la manchette ou les manchettes. Guy Turcotte, cette maman-là qui a noyé ses 3 enfants. Et Radio-Canada annonce 10 heures, je prends un bulletin de nouvelles de 10 heures à la radio, la création de ce comité-là. Dans les minutes qui suivent, je prends le téléphone, j'appelle au bureau du ministre, en tout cas, tout événement au bureau du ministre de la Santé sur le chemin Sainte-Foy à Québec. Je me présente, je dis que j'ai pris connaissance de la nouvelle concernant la création d'un comité d'experts.
Le comité d'experts n'est pas encore monté. On fait parler à un monsieur qui a la responsabilité de monter ce comité-là. M. Duchesneau, je pense, ou quelque chose comme ça. Je me présente. J'ai pris la nouvelle, la création d'un comité d'experts pour étudier qu'est-ce qui peut amener un être humain à enlever la vie à quelqu'un. C'est un gros mandat que ces gens-là avaient, là. Ça le serait encore aujourd'hui si jamais il y avait un autre comité à être formé. Et j'ai dit, j'ai enlevé la vie à un être humain en 1989 et je souhaite témoigner devant ce comité d'experts-là. Je reçois ma demande avec énormément de respect, oui, puis beaucoup de scepticisme. Monsieur, il n'était pas sûr. Il avait l'idée, êtes-vous certain, monsieur, vous voulez faire ça? Je dis, oh, oui, oui, je le fais de façon volontaire. Ben, il dit, OK, il dit, je vais prendre vos coordonnées, puis il dit, en temps et lieu, on va vous rappeler. Quelque temps plus tard, je reçois un coup de téléphone de Gilles Tremblay, le directeur de l'école de service social ou quelque chose comme ça de l'Université Laval, qui était le président du comité. Il valide avec moi, je lui ai dit, oui, je suis disponible. Il est très sceptique lui aussi, il n'était pas sûr que je disais la vérité. Il avait le droit de penser de même aussi, là. Il me rappelait au bout d'un mois, revalidé, je lui ai dit, oui, oui, là, monsieur, là, je suis sérieux, c'est la troisième fois qu'on m'appelle là-dessus, je souhaite témoigner, si vous voulez que je témoigne. Il a dit, oui, on va vous envoyer ça. Finalement, le 22 février, je comparais et témoigne devant les membres du comité d'experts mis sur pied par le ministre concerné de l'époque. C'était une étape pour moi que je voulais, je ne dirais pas à tout prix, mais presque réaliser. Ça me faisait retourner le 23 ans et 4 jours en avant. 18 février 89, c'est la date du drame. Nous sommes le 22 février 2012, 23 ans et 4 jours plus tard. Et là, je vais témoigner de ce que j'ai fait 23 ans plus tôt. Mais en donnant à des experts, là, le bilan, la conscientisation de tout ce que j'avais décelé, nommé, identifié, comme ayant eu comme résultat la mort de quelqu'un. J'ai donné 28 mots. 28 mots. Pas de phrase. Je savais que je m'adressais à des experts. J'ai su, après la rencontre, que ces experts-là, ils étaient de mémoire 16. Il y avait quelques femmes et la majorité des hommes. Ces gens-là, je me disais, en leur donnant qu'un mot, étant donné que je m'adresse, semble-t-il que je m'adressais à des sommités en termes de santé mentale ou en comportement humain, possiblement des travailleurs sociaux, des psychiatres, psychologues. Et je me disais, en donnant un mot seulement, ils sont assez ferrés en connaissance pour pouvoir faire la démarcation. On m'informe que la fin d'émission approche. Je n'ai pas terminé encore. On va y revenir à la prochaine émission. Je veux vous remercier d'être là. Vous réitérer ma demande que je formule depuis un bout de temps de contacter la station. Vous avez les coordonnées. Vous avez l'adresse courriel. Ceux qui laissent des questions, ça va se faire dans l'anonymat. Si vous vous appelez Georges Tanguay, je ne dirais pas Georges Tanguay, peut-être que Georges a appelé et il a posé telle question. Ça va? On me dit 30 secondes, j'ai 30 secondes pour vous saluer, puis vous souhaiter un bon printemps, parce qu'on est effectivement au printemps. Les sucres sont peut-être commencés à ce moment-là. Et là-dessus, je vous dis bonjour, merci encore d'être à l'antenne. Bye-bye.
Cette émission a été réalisée par la télévision communautaire des Basques et du Haut-Pays.